Alors mon cher Dominique, Mon cher Gilles, je suis c'est la deuxième fois que je t'interview en fait. La première fois c'était avec notre ami Dominique Pifarelli. Notre ami. Et d'ailleurs, j'invite les personnes à aller voir cette interview mémorable. Et puis là, en fait, je t'invite pour une toute autre raison. Tu m'avais parlé il y a quelques mois d'une bande, d'une cassette, d'une interview que tu avais réalisée toi-même, avec les moyens du bord. Tout à fait. Auprès d'un guitariste pas tellement connu comme ça, mais. Très important historiquement, mais pas connu en tant que nom, quoi, si tu... Alors vas-y, raconte un peu d'abord, il a un comment nom, ça s'est passé. Il est très français, il a un nom très français, Roger Chaput, tu vois, enfin bon. Donc c'est pas quelqu'un qui va briller, tu vois, comme Django ou Graham Greene, c'est Roger Chaput, musicien. Donc voilà, ça explique qu'il soit pas connu, et ce qui explique aussi qu'il soit pas connu, c'est le fait que après la guerre, il a commencé à baisser vraiment ses activités jusqu'en 50, donc il n'est pas connu à cause de ça. Alors l'histoire, c'est ça. On parle, quand j'allais voir Alain Antonietto, on parlait souvent, lui c'était Django, beaucoup Django, pas que, mais beaucoup. Il aime aussi les guitaristes cool, la Tal Farlow ou Jimmy Rennie. Et on parlait de Roger Chaput. Il me disait, Roger Chaput, ça serait intéressant de pouvoir lui parler. Je pense qu'il habite sur la côte, mais il ne savait pas trop encore. Alors, pour nous recontextualiser tout ça, Roger Chaput, c'est un des accompagnateurs de Django dans les années 30, au début du quintet. Il est vraiment au tout début du quintet. Et lui, il précise, dans l'interview, tu verras, il précise bien qu'avant ça, c'était... Je suis un musicien, et il faisait de la musique bien avant, mandoline, banjo, guitare, etc. Il travaillait pour les maisons d'édition, c'était vraiment un musicien très éduqué, si tu veux. Donc, Roger Chaput, en parlant avec Alain Antonietto, bon, il est encore vivant, il habite sur la côte, on trouve, finalement, il habite Toulon. Alors ça, c'est dans les années 90 tu as la date? C'est les années 90. Moi, l'interview que j'ai faite est de février 94. Ça, j'ai un dessin qu'il m'avait donné avec une dédicace. Bon, voilà. Donc à cet âge-là, il a 80, 80 quelque chose, c'est ça, voilà, 81 ou 2, 3. Et donc, Alain Antonietto trouve son téléphone. Et alors, le problème avec Roger Chaput, c'est qu'il y a des gens, des journalistes parisiens, des magazines qui de temps en temps font un sujet sur Django. Ils font son numéro, parce que son numéro, ils l'ont trouvé. Et Roger Chaput décroche, et le journaliste, à la bouche en cœur, dit « Bon, Roger Chaput, en fait, nous allons faire un article, un dossier sur Django. » Bon, terminé. Il envoyait vraiment sur les roses tout le monde. En fait, il s'était dit, j'ai arrêté la musique et j'en ai marre qu'on me parle toujours de Django. Moi, je suis un musicien, j'ai fait le quintet, j'ai joué avec Stéphane, etc. Donc, raccroché. Et moi, j'avais une botte secrète parce qu'en fait, j'avais trouvé des disques 78 tours qu'il a fait avant cette période donc, du Hot Club, qui sont des disques de son groupe à lui, qui s'appelle Roger Chaput et son orchestre musette. Et je crois qu'il en a fait 5, donc ça fait 10 faces. C'est un orchestre musette, très chouette, parfois un peu jazzy, c'est-à-dire des fox, mais souvent des valses ou des javas. Et dans l'orchestre, il y a Albert Carrara, qui est un des 3 frères Carrara, celui qui était très connu dans les années 30. Accordéoniste. Accordéoniste et très ami de Jean Gabin. Donc Gabin l'avait poussé un peu, parce que d'abord Gabin chantait très bien, musette, il avait un superbe accompagnateur et ils jouaient à la belote ensemble, donc si tu veux, Albert Carrara, c'est quelque chose. Donc j'appelle Roger, je lui dis voilà, monsieur Chaput, ou Roger, je ne sais pas comment je l'appelle, j'ai trouvé des 78 tours de votre premier orchestre. Alors il me répond avec sa voix, très parigote, il me fait ah bon, t'as ça, toi, dis donc, super. Et je lui dis, bon, je vais te les copier et je t'envoie une cassette. Donc je copie presque, peut-être pas les 5, mais 4 au moins. Donc ça fait 8 faces. Je lui envoie ça, il était ravi, quoi. Et
après, je le rappelle en disant, j'aimerais bien venir te voir et te parler, etc., sur les années 20, 30, 40, etc. Donc tu l'as approché pas frontalement sans lui parler de Django au départ, voilà. en fait. Donc c'était même pas un calcul, mais je me suis dit, bon, Django, on sait jamais. Oui, puis toi, ce récit autour de l'accordéon, ça t'intéressait de toutes les manières, tu étais passionné. Au contraire, je veux dire, à ce moment-là, ce qui nous intéressait d'ailleurs avec Robert Crumb, c'était cet orchestre-là qui est vraiment étonnant. Il y a une espèce de chanteur un peu crooner, il y a des javas, des vrais javas, et des choses un peu de jazz. Si on aime le musette, c'est un très bon orchestre, ok, c'est des bons musiciens, tout ça. Et donc il était content, je lui envoie cette cassette, et je lui dis voilà, je vais descendre dans le sud, j'aimerais bien venir te voir. Et il me dit, il m'envoie pas sur les roses parce que on a parlé musette, si tu veux. Moi je lui dis rien sur Django. Et donc l'histoire, je descends à Sommières en train. À l'époque, mon ex-femme habitait là-bas avec ma fille, à Sommières. Je prends une voiture et je vais chez Robert Crumb, qui lui habite toujours dans le Gard, dans le même département, mais qui habite à Sauve, c'est-à-dire à quand même une demi-heure de voiture au moins. Donc je prends la bagnole, mais le soir, je décide d'aller tout de suite chez Crumb. Donc je roule sur la route qui relie Nîmes à Sauve, et en pleine nuit, genre minuit, chose comme ça, et je vois la neige qui tombe, parce que c'est en février, je vois la neige qui commence à tomber grave, tu vois, tu essaies de faire disparaître avec l'essuie-glace, mais c'est pas très efficace. Et peu à peu, sur cette route-là, c'est pas un chemin, c'est une vraie route, je vois 20 cm de neige. Donc finalement, j'arrive quand même chez Crumb, je gare la voiture en bas et je monte où ils habitent, c'est-à-dire sur le côté moyenâgeux de la ville de Sauve. Et j'arrive chez lui, j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Alors bon, il s'occupe de moi, très sympa avec Aline, avec sa femme et tout. Et puis c'est tout, on dîne, et puis bon. Et le matin, je me réveille et il y avait de la neige grave, quoi. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais pas? Parce qu'il fallait aller à Toulon. Tu vois, là, t'es dans le Gard, il faut aller à Toulon, il faut quand même un peu rouler, quoi. Et puis finalement, je sais pas, j'ai eu une espèce de désir, un truc, je dis bon, il faut que je le fasse, ou de sens du devoir, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais. Donc je prends la bagnole, je pars de chez Crumb et je commence à faire la route. Et évidemment, tu vois, à la moitié du chemin, il y avait un soleil de plomb, et j'arrivais à Toulon, il n'y avait plus un poil de neige. Mais j'ai hésité vraiment au début. Donc j'arrive à le voir, il habitait dans une espèce de grand immeuble un petit peu moderne des années 60 qui s'appelle le Panoramique, je crois que ça existe encore. Et j'arrive chez lui, très chaleureux, il y avait sa femme qui était là, et quelqu'un d'autre de sa famille, une autre femme, mais plus jeune. Et on commence à parler, très gentiment, et moi j'avais un lecteur de cassette comme à l'époque, tu vois, les petits Walkman, t'appuies dessus, je le mets sur la table, et évidemment, ce qui devait se passer se passe, c'est qu'au bout de 5 minutes, il m'a tout raconté sur Django. Donc vous l'écouterez, ceux qui veulent écouter l'interview, mais c'est passionnant, quoi. C'est-à-dire, il te raconte la première rencontre avec Django, tu vois. Alors c'est marrant parce que Django, lorsqu'il était jeune, fréquentait cette région, en fait, le sud, Toulon, ouais, tout etc. Tout à fait. D'accord. Mais je pense qu'eux, ils s'étaient rencontrés plutôt sur Paris. Après, il y a eu la rencontre avec Grappelli et les débuts du Hot Club. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui pourrait en parler bien mieux que moi. Moi, j'étais parti sur le côté musette. Et on a parlé beaucoup de musette, et il m'a parlé de quand il était plus jeune, et qu'il travaillait du côté de l'opéra, et qu'il travaillait pour des éditeurs, etc. Donc il parle également de toutes ces boîtes, de tous ces clubs musette à Paris. Voilà, il parle de tout ça, et c'est, bon, enfin pour ceux qui aiment, c'est vraiment passionnant. Donc on se retrouve, si tu veux, à passer une après-midi, genre une après-midi de rêve. Lui, il avait la banane jusqu'ici, toi. Il m'a fait une petite dédicace qu'il m'a envoyée après en disant souvenir d'un magnifique après-midi où j'ai revécu ma jeunesse, toi. Quand tu vois un type de 80 balais qui te dit ça, t'es content de toi, c'est bien, c'est passé des choses, quoi. Donc finalement, à l'époque, il n'y avait pas de caméscope ni rien, donc c'est juste du son. Mais finalement, tu te retrouves avec le seul témoignage audio, mais le seul témoignage du seul type qui est encore vivant de l'époque.
Tu vois, parce que depuis, il y a eu des interviews formidables qui ont été faites, mais c'est avec des gens, années 40 ou 50, quand Django est très très... Il y avait Grappelli quand même. Oui, bien sûr, mais bon, bref, lui, il te parle du tout début. D'ailleurs, il parle, vous verrez, vous entendrez, de la façon dont il s'entendait avec Grappelli, c'était pas évident, parce qu'il le trouvait horripilant, c'est-à-dire il fallait lui courir après pour payer pour récupérer l'argent, etc. Donc c'est assez marrant pour ça. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que toi, peu à peu, déjà, bon, Django est une star dans les années 40. Après les années 50, il renaît un peu il sort de son oubli, il se met à la guitare électrique. Après, il y a une grande période où il est dans le désert. Après, il y a tout ce revival qui a été en fait initié par le Hot Club de Norvège. C'est eux qui, en fait, en venant à Paris, qui ont tellement eu envie de découvrir ça, que ça fédérait un peu des gens. Parce que des gens qui jouaient Django à l'époque, il y en avait très très peu. Hein. Dans les années 2000, terminé quoi. D'ailleurs, Roger Chaput faisait aussi de la guitare classique. Il faisait de la guitare classique. C'était un bon lecteur, il lisait la musique. Et il composait. D'ailleurs, je vais essayer de trouver une partition ou même un peu de son où il joue. Alors, parfois, il joue des airs de jazz au banjo. Par exemple, il y a une version de On the Sunny Side of the Street. Un truc de genre à la mandoline, autrichien. Et puis, ce qui faisait formidable, c'était l'accompagnement. Bon, ce qu'on a appelé maintenant la pompe, le manouche, etc. Mais lui, ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Donc, il est dans ce quintet où ils sont deux à jouer. Donc, voilà, il y a un frère de Django et lui-même. Et donc, c'est quelqu'un qui se retrouve en train de faire un métier un peu différent. Parce qu'avant, lui, il avait fait tous les bals, les galas, les enregistrements avec des gens, mais plutôt du côté français, et pas de jazz encore. Et d'un seul coup, il se retrouve dans la grande histoire. Mais il en parle, comme c'est très jeune et que c'est vraiment le début, il en parle de façon, en disant, bon, bah ouais... on jouait un peu, etc. C'est assez marrant. Parce qu'après, Django est carrément, c'est un dieu pour beaucoup de gens. Ce qui est intéressant, il nous parle aussi de la période pré-Django, enfin avant sa rencontre. Ouais. Il nous parle également, parce qu'après, il arrête de jouer avec Django juste avant la guerre, il me semble. Ouais. Et après, il nous parle aussi de sa carrière en tant que musicien après la guerre, en fait. Ouais. Donc il y a plein de choses, c'est pas la peine que j'en parle, il suffira d'écouter. En plus, il parle bien, il a un bel accent parisien, très léger, très doux. Et donc c'est mieux que soit en première ligne. Et moi, je fais juste présenter le truc. Ouais, je crois que j'ai présenté ce que j'avais à dire. Alors, ce qui est intéressant quand même pour terminer cette présentation, c'est que tu as vraiment bien fait d'aller le voir, en fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, exactement un an après, il est monté, il est parti, il est mort, quoi. En fait, il y a des moments, il faut pas se forcer, mais dire bon, c'est maintenant, sinon c'est pas bon. Et bon, il aurait pu mourir 10 ans après, il avait 80 ans, pourquoi pas. Mais là, ça tombe bien, quoi. C'est la seule personne de l'époque qui parle. Et à un an près, on ne l'avait pas. Alors, d'une certaine manière, bon, je ne suis pas intervieweur, je ne suis pas musicologue, etc. Je suis musicien, compositeur, tout ce que tu veux. Mais je suis très fier de faire ces choses-là. Par ailleurs, j'ai enregistré sur cassette beaucoup de très vieux accordéonistes dans Paris, des gens qui avaient déjà 80 ans. Et quand tu as fait ça, tu vois, tu as un truc qui est fixé et qui pourra passionner ou simplement... servir de document à des gens qui aiment cette période et qui ont envie de travailler sur cette période-là. C'est super, je suis content de moi. Eh ben, écoute, merci en tout cas, merci d'avoir divulgué ce document. Merci. On va essayer de l'enrichir un peu avec des images. Et je pense qu'il y a des images qui seront intéressantes, des images de lui ou de ses orchestres et tout. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour dénicher d'autres archives ensemble. Voilà. Avec plaisir, Gilles. Merci Super. Dominique.
enregistré des trucs comme ça. Si, mais j'enregistre tout. De toute façon, ça, après, je recopierai ce qui est intéressant pour moi, mais c'est pas pour... Bon, alors j'avais fait quelques petits métiers, bien sûr. Quand j'avais 13 ans, quoi, jusqu'à 15 ans, 16 ans, j'ai monté des parapluies, j'écrivais des factures, je faisais des... j'étais dans une fabrique de machins, mais ça me plaisait pas beaucoup. Alors, je ne me souviens plus comment j'ai trouvé ça. Il y avait une maison au carrefour de la Chaussée d'Antin, rue de la Chaussée d'Antin, et des Galeries Lafayette. Vous voyez où c'est? Oui, bien sûr. À Paris, hein. Une maison de musique? Non, c'était un marchand de musique. Mais un marchand de musique célèbre. C'était l'auteur de cette fameuse valse qui s'appelait Fascination. Ah oui, bien sûr. Hein? Fascination. Alors ce type-là, il s'appelait... comment Fascination? Comment il s'appelait déjà? C'est pas Marchetti, un nom comme ça. Marchetti. Oui, Marchetti, c'est ça. Il s'appelait Marchetti. Il était boiteux. Bon, vous dites les détails. Oui, bien sûr. Il avait une canne, une jambe, très très bel homme, une moustache, très élégant et tout ça. Et alors il avait un magasin, mais jusqu'au coin, là, dans la rue de la Chaussée-d'Antin. C'est un magasin comme ça. Moi j'avais trouvé ça par une petite annonce, un copain qui m'avait dit Roger, il y a ce magasin qui cherche, comme toi tu joues de la musique, c'est-à-dire qu'avant il faudrait qu'ils vous disent que... oui. Que vous en jouiez déjà. J'avais appris la mandoline et la guitare quand j'avais 10 ans, dans un bistrot. Un bonhomme italien qui gagnait sa vie à faire les restaurants. Il avait des cahiers de musique épais comme ça, son truc, tous les opéras, les machins. Il jouait de la mandoline et de la guitare. Il s'appelait le Père Jean. Et mon père m'avait fait apprendre, on avait une mandoline, j'apprenais la mandoline et j'accompagnais à la guitare aussi. Et je jouais dans le bistrot le samedi soir. Il me donnait le machin, lui il prenait la guitare, moi je m'en allais et je jouais des morceaux en public, tout ça. À 10 ans, je jouais en public. C'était drôle. Et puis après, il y avait une estudiantina, un gros orchestre. Il y avait des orchestres à Paris qui s'appelaient des estudiantinas. C'était des orchestres de mandoline et de guitare, et de mandole, vous savez, tout ça. Hein, et il y en avait une dizaine à Paris. Il y avait un journal aussi qui s'appelait l'Estudiantina, qui paraissait 2 fois par mois, où il y avait des morceaux orchestrés pour 4, la mandole, la mandoline, des morceaux. Des arrangements, donc. Et il y en avait un dans la rue Oberkampf. La rue Oberkampf, c'est la rue qui descendait, l'avenue de la République. Et tout ça, il y en avait un. Et moi, j'étais descendu, là, j'avais un copain qui était première mandoline, un petit jeune, j'avais 13 ans. Et puis moi, j'étais deuxième mandoline, là. Après, il m'a dit, deuxième mandoline, j'étais heureux. On avait un petit machin, une petite mandoline. Je jouais de la mandoline, mais moi, je faisais vite des progrès. Hein. J'étais devenu j'étais devenu un virtuose. Alors la musique m'intéressait beaucoup. Et alors chez ce Marchetti, il demandait à un jeune garçon pour faire les courses. Alors ce Marchetti, moi je m'amenais, c'était un grand magasin, il y avait un piano, il y avait une femme toute la journée au piano, et il y avait toutes les bonnes femmes qui venaient pour commander les morceaux à la mode. Vous savez, à ce moment-là, il y avait des grands formats, alors, tout en couleur, très beau, qu'on ne trouve plus. En couleur, c'est machin. Et tout ça c'était chez des éditeurs différents. Alors mon travail consistait, je m'amenais le matin, je levais le rideau de fer, et puis mon travail consistait, j'avais un petit carton avec une ficelle, mettant le dos, et je partais chez tous les éditeurs chercher les commandes des bonnes femmes. Il y avait ça pour le lendemain, vous comprenez? Alors, à Paris, je les connais. Hein. Il y avait Choudins, il y avait machin, il y avait la place de la Madeleine, il y avait l'autre, il y avait les éditeurs, je les connaissais tous, je les faisais la moitié à pied. Parce que j'étais gamin, je courais dans Paris, ce machin-là. Mais pour moi, c'était formidable. Et alors, dans sa cave, il avait, à cette époque-là, il y avait dans les cinémas de Paris, il y avait toujours 3 ou 4 musiciens, ou 5 ou 6, dans les brasseries aussi, les musiciens, qui avaient des orchestrations. C'est-à-dire des paquets comme ça, où il y avait premier violon, piano, premier violon, deuxième violon, violoncelle, etc., alto, vous connaissez, des petits machins comme ça. Il y avait tous les opéras, les ouvertures d'opéra, les trucs à la mode, il y en avait plein à la cave. Moi, tous les soirs, j'amenais ça à la maison, puis avec ma mandoline, je jouais tous les trucs de Rossini, de tout. Je jouais tout, je grattais ça là-dessus, j'étais heureux comme tout. Et dans la journée, je faisais ça chez Marchetti. Et puis alors, le samedi et le dimanche, j'allais à la Bastille. J'avais connu des accordéonistes là-bas, parce que les accordéonistes étaient les rois de Paris. Hein. À ce moment-là. Et j'avais connu
des accordéonistes. C'est J'avais ça. connu un accordéoniste qui jouait, on jouait du diatonique à ce moment-là, vous savez. Vous poussez, ça fait une note, vous Ouais, tirez, ouais, ça fait une note. Un type qui s'appelait Perruche, parce qu'il avait un nez en perroquet, et il avait une carte de visite, il savait, ben, Perruche dit, il a la bonne petite main droite. Alors celui-là, il venait me chercher à Ménilmontant le samedi, et on allait à la porte de Ménilmontant, à Bagnolet, là, à la porte, il y avait les fortifications de Vauban à ce moment-là, vous voyez. On allait derrière, dans une guinguette, et le samedi et le dimanche, on jouait dans une guinguette. Vous voyez. Mais moi, j'avais acheté un banjo, parce qu'à l'époque, c'était le banjo. Bien sûr. Alors j'avais un banjo, puis un banjo... C'est un banjo de 4 cordes ou... Un banjo guitare et un Guitare. banjo 4 cordes, deux. vous savez. Le banjo comme le violoncelle, quoi, les guitares, ils appelaient ça. Et je jouais avec lui, on faisait ça, le samedi et le dimanche. Et pendant que j'étais chez Marchetti, chez Marchetti, il était venu me voir, il m'avait dit, Roger, j'ai trouvé une place en or. On va travailler tous les jours, l'après-midi, de 2h à 7h et de 8h30 à minuit. Tous les jours, un bal rue de la Boule Noire. Hein? Alors lui, il touchait un peu plus, il touchait 35 francs par séance, et moi j'avais 25 francs par séance. T'es le chef, quoi. Et 25 francs par séance, c'est pas ce que gagnait mon père. Ouais, c'est C'est ça. ce que gagnait mon père. Et nous voilà partis. Et comme j'avais pas encore 16 ans, là c'était après, hein, j'avais pas encore 16 ans, il m'a fallu une autorisation de mon père pour... Enfin, j'ai commencé rue de Lappe, ça. Alors la rue de Lappe, vous savez ce que c'est la rue de Oui, Lappe, bien sûr. Bien hein? sûr. À cette époque-là, il y avait trois bals célèbres. Il y avait Bousca, Mhm. qui était le grand Bousca. Il y avait le petit balcon Ouais. qui était derrière. Et il y avait, moi je jouais dans un truc où il y avait la boule rouge. Et il y avait un bal de PD à la fin. Mhm. Pour machin, il y avait plusieurs balles comme ça. Alors, et il y avait un accordéoniste célèbre. Il y avait les frères Pégury. Ouais. Ça vous dit quelque Ouais, chose? ouais. Michel Alors, et Louis, c'est ça. Hein? Alors Charles Pégury avait à la Bastille, il avait un atelier d'accordéon. C'est lui qui fournissait tous les accordéons, qui arrangeait tous les accordéons de Paris à tous les gars. Hein. Alors moi j'étais l'après-midi, j'étais toujours fourré là. Mhm. J'étais toujours fourré là-dedans. Alors ce Perruche, on a commencé au petit balcon. Mais moi comme j'ai je cherche toujours là. Au bout de 15 jours, j'en avais marre du petit balcon. Je me suis fait foutre dehors et j'ai été jouer chez Bousca. Ah, Alors chez Bousca, il y avait Michel Pégury Ouais. qui jouait, hein, le machin là, chez Bousca. Et vous savez comment c'était chez Bousca? Il y avait c'est des Auvergnats qui tenaient ça. Alors il y avait la passion la monnaie et la corde. Vous connaissez ça, Ouais, ouais. hein? Passion la monnaie, chez Bousca, ça. Alors, j'ai joué chez Bousca. Et là, j'avais 16 ans. Et jusqu'à mon service militaire, j'ai travaillé dans les bals musettes. Alors j'ai fait la Boule Rouge, le petit balcon. J'ai travaillé aussi qui était derrière, chez Bousca, les Gravilliers, Mhm. où il y avait un souteneur célèbre qui était un ami à moi, qui était très gentil, qui s'appelait le Petit René. Il y a une autre histoire après. Il y avait une boîte à Montmartre, le Petit René, les Gravilliers, tout ça. Et alors, après les Gravilliers, j'ai joué dans une boîte, encore avec Pégury, Michel, Mhm. que je le connaissais, il habitait boulevard Ménilmontant. Il ressemblait à Paul Verlaine comme deux gouttes d'eau, chauve et tout ça. Et il vivait avec une bonne femme en ménage, une ancienne pute, quoi. Parce que tous les accordéonistes, c'était tous des... Alors Michel Pégury jouait à sa grâce. Et il m'avait dit, viens jouer avec moi, j'ai besoin d'un musicien. Comme ça. Alors, j'ai joué un truc. Je raconte ça parce que vous allez voir comment ça s'enchaîne. Sa grâce, c'était rue de Belleville. Mhm. Rue de Belleville. Quand c'est la rue de Belleville, à côté Ouais, de la rue de bien Ménilmontant. sûr. Un bal qui marchait bien, c'est assez grand. C'est sur des Auvergnats. Et je jouais avec Michel Pégury. Et alors, il y avait un autre gars qui jouait de la guitare, qui connaissait la guitare formidablement bien, vous savez. Et puis un Américain qui se traînait dans le coin. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec eux, avec ces gens-là. Ça. Et quand, un après-midi que je jouais, l'après-midi, un samedi, il y a Michel Pégury, il y a un petit gars qui rentre avec une casquette, un petit môme qui avait une casquette, il avait un banjo sous le bras. Et il me dit, Pégury, il me dit, on va le faire monter, le petit, là, et tu vas écouter comment il joue. C'était Django Reinhardt. Ouais. Il avait 15 ans, parce qu'il avait un an de moins que moi, Django.
Il avait 15 ans. Alors j'ai dit, bon, on va le faire monter. Il avait un guitare, mais il n'y avait pas de basse à 5 cordes. Sans le gros mi, vous savez. 5 cordes. Et il est monté, puis il a commencé à jouer comme... puis vas-y, je te remets là. Bah, putain, moi, c'est épaté. Alors je lui dis, il lui a descendu, où tu habites? Ah, il y a pas à la porte de Montreuil, là-bas, la porte de Montreuil, c'est pas très loin, hein, de Ménilmontant. Alors j'ai dit, demain, je vais aller te voir comme ça. J'ai commencé à aller voir les gitans là-bas. C'est comme ça que je suis rentré avec les gitans. Bon, alors, Django, c'est comme ça que je l'ai connu. Vous voyez, tout ça. Après je l'ai retrouvé beaucoup, ça. Mais moi, j'avais besoin de gagner ma vie, c'était ça. Alors après Sagaz, j'ai foutu le camp, je sais pas. J'ai été jouer au Petit Jardin, avec Guérino. Oui. Il y avait Guérino, hein, que j'ai retrouvé après au Palm Beach de Cannes, mais des années et des années après. Le Petit Jardin, qui était un bal célèbre. Oui, bien sûr. Et à la Boule Noire, en face Medrano, qui n'existe plus. Où il y avait un vieux... C'était dans le sous-sol. Vous savez, il y a un cinéma maintenant, juste en face le Cirque Medrano. Cinéma, et à côté, il y avait la Boule Noire. La Boule Noire, c'était là. C'est là que j'ai attrapé une... ça n'a rien à voir, ça. La Boule Noire. Et après, j'ai travaillé... sur le boulevard des Batignolles, il y avait une rue et il y avait une ancienne une église. Ça s'appelait l'Abbaye. C'était boulevard des Batignolles. C'était Émile Vacher qui était là. Il était célèbre et il était avec un grand orchestre. Alors on jouait dans le chœur, il y avait un grand orchestre en haut. Il y avait un pianiste et tout. Avec Émile Vacher, j'ai joué Émile Vacher. Et là, après, je suis parti et j'ai fini ma carrière dans les bals musées au Tourbillon. Avec Émile Carrara, qui était à combat, vous voyez. Et c'est là où j'ai fait les disques, d'ailleurs. Les disques Triargon avec Carrara, c'est lui qui me fait. C'est Émile Carrara, alors? Non. C'est avec Albert, vous jouiez? C'est Albert. D'accord. Il y a un disque de, justement, Triargon aussi, où vous jouez de la guitare. Je sais pas. Bon, à dire la guitare, on jouait surtout des tangos, à cette époque-là. Mais là c'est un genre de Fox. Si vous voulez, j'ai apporté la cassette, là, on l'écoutera après. Je joue la guitare. Ouais. Mais je joue pas. J'accompagne, c'est tout. Oui, mais vous faites un tout petit solo un moment. Alors ça a été jusqu'à la guerre, jusqu'à mon service militaire. J'avais 21 ans. Vous voyez, après ça, en 16 ans, 21 ans, ça a duré 5 ans. 5 ans, oui, en 5 ans. En 5 ans, j'ai fait tous ces bals musettes là. Vous avez tout fait, quoi. Hein? Vous avez fait tous les endroits. C'est drôle, quoi. C'est vrai. J'ai marqué ça. J'ai fait tous ces bals. Et puis j'ai été faire mon service militaire. Voilà. Mais quand je suis revenu, je suis retourné le Tourbillon, je suis revenu un peu avec eux, mais ils avaient vendu. Alors on a fait une grande tournée, ils ont fait des machins, on a été sur la Côte d'Azur et on est revenu, et ils ont ouvert. Mais moi je voulais plus jouer au bal musette, parce qu'à ce moment-là il y avait le jazz qui arrivait en France, hein, et tout ça. Et à Montmartre, il y avait un petit ensemble qui commençait, on le connaissait, quoi. Et ça s'appelait au coin de la boîte Zigane, là, qui était juste au coin de la place Pigalle, à gauche. Pas une boîte russe. Une boîte russe à Pigalle. Attends, 1927 en 1930, quoi. Entre 27 et 30. Bon, alors, il y avait un musicien qui a été très vite, qui s'appelait André Ekian. Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi je peux vous le dire, c'était le meilleur musicien, hein, que si on entend ses disques maintenant, Ekian, c'était un grand type, c'était un athlète, mais il était tuberculeux, etc. Il y avait un pianiste avec lui qui s'appelait Stéphane Mougin, qui a été à Hollywood après, qui a fait les arrangements, qui est parti en France, on l'a pas vu, Stéphane Mougin. Il y avait une batterie, et il y avait encore un autre gars. Et il jouait dans cet établissement-là, c'était l'été. Alors nous, moi, avec 2-3 copains musiciens des bals musettes, là, on prenait le métro, et on allait passer la nuit sous les fenêtres, parce qu'ils ouvraient les fenêtres
à les écouter jouer. Jusqu'à 3 heures du matin, ils jouaient. 3-4 heures. Hein. Il y avait Kian, Stéphane Mougin, qui était un grand pianiste. On écoutait ça, vous voyez. Après, on allait bouffer une choucroute. Ça, on passait la nuit, quoi. On rigolait, ça. On rigolait, ça. Et moi, je voulais absolument, je voulais plus retourner à la bal musette. D'ailleurs, ça commençait à décliner. Oui. Vous savez, il y avait un accordéoniste qui était célèbre à ce moment-là, qui s'appelait Fredo Gardeni. Oui, Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Et Fredo Gardeni, c'est le premier accordéoniste qui a commencé à faire des tournées et qui est devenu célèbre. Il avait un camion, Fredo Gardeni et son ensemble grand, et alors il jouait le samedi-là, ça, il faisait tous les tours de Paris, toutes les villes. Il est devenu célèbre comme ça. Après, ça s'est fait, ils faisaient tous. C'est lui le premier. C'est un grand gars comme ça, Caruso. Fredo Gardeni, c'est ça, quoi. Toujours pour la même raison, parce qu'à ce point, ça s'est encore revenu. Moi, je vous raconte ça comme c'est. Ça me fait rigoler de raconter ça. Et alors, ce fameux gars qui jouait au Gravillier, là, qui était le petit René, on l'appelait, c'était un souteneur notoire, quoi, il était comme ça, il m'avait pris en. Bon, je vous dirais pas en affection, mais il était son petit machin. Il avait ouvert une boîte rue Fontaine, qui s'appelait l'Ange Rouge. Une boîte de nuit. Connue, une boîte très connue, qui s'appelait l'Ange Rouge. Et à l'Ange Rouge, à côté de l'Ange Rouge, il s'était ouvert aussi une nouvelle boîte qui s'appelait la boîte à matelot. Hein? Qui était avant un truc, la boîte à matelot, qui venait de Cannes. Enfin, c'est une histoire après, la boîte à matelot. Et à la boîte à matelot, c'est l'année où moi, j'étais en panne et je voulais travailler comme à Montmartre. À la boîte à matelot, il y avait un grand orchestre de jazz, avec un gros machin. Il y avait Django qui jouait, il y avait son frère, il y avait 3 saxophones, un machin, il y en a d'un côté. Hein. C'était une espèce de théâtre, la boîte à matelot, un ancien qui a fait machin de concert, et tout ça. Et alors, de l'autre côté, il y avait Grappelli qui jouait aussi, je crois, qui n'était pas connu, c'était un violoniste inconnu. Voilà. Et de l'autre côté du machin, il y avait, à l'échelle, il y avait une barque. Et puis la boîte à matelot, il y avait un Guérino. C'est Guérino, oui, j'ai une photo, je vous montre. Guérino qui jouait des trucs et Louis Pégury qui jouait du bandoneon. Ils étaient ensemble. Louis Pégury jouait les angos. Ah, d'accord. Vous comprenez? Louis Pégury. Et Louis Pégury me connaissait bien parce que j'étais toujours chez son frère Charles. Oui. J'allais jouer le dimanche dans les guinguettes avec son frère. Et Louis Pégury, c'est bien. Alors, moi j'étais j'ai été à l'Ange Rouge, ce fameux Ange Rouge, là, ce petit René, il s'appelait. Il m'a dit, viens là, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je dessinais bien, hein, j'ai toujours dessiné, j'étais très fort. Je faisais des caricatures et des portraits sur du papier aux 3 crayons et puis autour des machins. Je passais la nuit à l'Ange Rouge à faire le portrait des clients, les caricatures. Et c'est là que j'ai fait le portrait de Fredo Gardeni sur 3 feuilles canson, collées les autres en pied. Fredo Gardeni, un jour, est venu, c'est pour ça qu'il était célèbre. Ah, Fredo Gardeni, alors ça m'avait bien payé, hein, royalement, il a fait son portrait. C'est des anecdotes à l'envers, quoi. Et puis pendant ce temps-là, il y avait Louis Pégury, qui disait tout ça. Alors j'ai dit, Roger, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voudrais bien un peu rentrer là avec Guérino. Seulement, avec Guérino, il y avait 2 gitans. Il y avait un gros gitan, et puis un autre, ils étaient 2 guitaristes. Le gros gitan, c'était le chef et tout ça. Alors Louis Pégury me dit, écoute, amène ta guitare la nuit, là, est-ce que tu l'as à portée de la main? Sitôt, comme aux autres, il y en a toujours un qui manque. Sitôt qu'il y en a un qui manque, je viens te chercher et tu montes là-haut, à l'orchestre. Hein, et à ce moment-là, tu te débrouilles. Tu viens jouer avec nous. Et c'est ce qui est arrivé, exactement. Un soir, il était en train de faire. Il m'a dit, viens vite, prends ta guitare. Moi, j'ai tout laissé tomber, j'ai pris la guitare, je suis monté à la boîte à matelot avec lui. Et seulement, il y avait le gros pourri là, de gitan, le gros gitan qui me tournait le dos comme ça. Alors moi, heureusement que j'avais quand même de la feuille. Hein. Alors on jouait les tangos et... Il cachait le manche, quoi. Ouais. Habitué un peu, quoi. Heureusement que ça s'est bien passé.
c'est que le deuxième guitariste n'est pas venu le lendemain, ni le surlendemain et tout. Alors je suis resté. Et puis alors Louis Pégury, il a dit il faut qu'il reste à l'autre. Hein, à Guérino, il faut qu'il reste, parce qu'il fait bien l'affaire, et puis il est gentil, et puis il est jeune. Hein, et je suis resté. Voilà l'histoire, comment je suis rentré dans le coup. Alors après, je ne peux pas vous raconter, parce qu'après il y a eu le Pan Beach, on était au Pan Beach. Après Django, il jouait avec Vola, il avait un autre orchestre. Django était parti, Vola avait fait l'affaire du Casino d'hiver, avec un orchestre avec 3 saxos, violon, avec tout ça, machin. Et il y avait toujours Grappelli qui rôdait dans le coup. Et moi, je n'ai pas remplacé Django, parce que c'est un gars irremplaçable, vous comprenez. Mais je le connaissais bien, quoi. Je l'avais même retrouvé avant. Et je suis rentré dans l'orchestre comme ça. Et en rentrant à Paris, évidemment, on commence à faire tous les bains, les disques, les enregistrements, ça, avec Trenet, avec tous les gars, musiciens. Parce que moi, en plus, je suis musicien. Et après, à 12 ans, j'ai pas la musique. Tout ce que je jouais, il fallait que je l'écrive. Les musiques, vous comprenez, je lisais la musique à vue, à l'envers, dans tous les sens, comme ça. Alors, ça m'a toujours passionné, quoi. C'est un machin. J'ai fait ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous voyez comment ça s'est passé? L'histoire des bals musettes, quoi. C'est un peu comme ça. C'est vraiment intéressant, parce que hein, c'est exactement ce que je voulais savoir, quoi. Alors, Michel Pégury, il avait fait cette valse célèbre qui s'appelait Les Oiseaux. Oui. Charles Pégury. C'est pas Au bas d'oiseau, ça s'appelle, non? Au bas d'oiseaux. C'est plutôt ça, non? C'est pas un truc pour la guitare, mais Ah oui, ça fait rien. Ouais, on l'a joué comme pour l'accordéon. Alors c'était comme ça, vous voyez. Ça c'est l'histoire jusqu'à la guerre. Pas jusqu'à la guerre, mais parce que jusqu'à la guerre c'est autre chose. Mais jusqu'à... Et quand vous étiez au Pan Beach, vous étiez donc avec Guérino à ce moment-là? J'étais avec Guérino. Et c'était dans quelles années à peu près? Parce que quand je travaillais à cette fameuse boîte à matelot, que j'étais rentré par Pégury, par Louis Pégury, c'était l'hiver. C'était l'hiver. Et il est venu l'été. Il est venu l'été. Alors moi je suis encore resté en panne parce que la boîte à matelot a fermé. Et ils sont partis, eux, au Pan Beach de Cannes, où ils étaient l'année d'avant. Parce que c'était le même truc à Cannes. Vous voyez, c'est pas le même orchestre. À Cannes. Ça c'est encore une autre histoire, l'histoire de la boîte à matelot à Cannes. Elle a été faite avec l'histoire de Django. Je vous raconterai l'histoire de Django avec le Pan Beach, tout ça. Bon, la deuxième année de la boîte à matelot, c'est-à-dire que l'année d'avant où j'étais, moi, c'est comme ça, au Pan Beach de Cannes, il y a une boîte qui s'était créée qui s'appelait la boîte à matelot. Et l'hiver est venu et ils ont créé ils ont ramené l'affaire à Paris. Voilà, hein, dans cette boîte rue Fontaine. Dans cette boîte, tout ça. Et ils sont repartis l'été encore à Cannes, au Pan Beach, pour faire ça. Seulement, Guérino, lui, il avait son guitariste, il avait promis déjà, vous voyez, avec qui il jouait. Alors Guérino m'a dit, écoute, moi je peux pas te promettre de t'emmener maintenant, mais si jamais il me fait la paire, comme c'est comme ça, c'est d'accord, hein, je te téléphone et tu viens tout de suite à Cannes. Toujours la même histoire. Alors je suis resté à Paris, moi, au début de juillet, je sais pas, à l'été, et j'ai reçu un télégramme à la maison chez ma mère. Ma mère prend ta guitare et arrive, signé Guérino, Pan Beach. Me voilà parti dans le train. Il y avait un monde dans ce train, j'ai passé toute la nuit dans les water. Il n'y avait pas de place, on ne pouvait même pas s'asseoir. C'est vrai, hein, c'est terrible. Alors, je me suis tapé toute la croisette avec ma guitare. Arrivé au Pan Beach, là-bas. Vous connaissez Cannes? Un peu, oui. C'est loin de la gare au C'est Pan loin, Beach. hein. C'est ce que j'imaginais tout à l'heure. C'était à la pointe. Vous avez fait tout ça à pied. Mais derrière, le devant, mais derrière, il n'y avait rien. Il y avait plein de petites maisons avec des petits jardins. Et Django avait loué une petite maison, puis Django était là-bas. Et toujours avec l'orchestre, voilà, avec les autres, l'orchestre de jazz, vous comprenez? Enfin, Django était toujours là. Et c'est toujours là. Mais Guérino avait perdu son truc. Et le travail de Guérino, c'était volant. Il avait 3 musiciens, une basse, une guitare et un accordéon. Et il jouait toute la journée, un coup à la piscine, un coup dans le hall, un coup au restaurant, un coup pour remplacer l'orchestre. On était toujours
en changeant de truc, pouf, on jouait, puis on attaquait, puis on allait dans une autre salle, on allait dans une salle, la piscine et tout. C'était le travail de Guérino, ça. C'était un petit orchestre en surplus. D'accord. Pour les autres orchestres. Parce qu'il y avait déjà un orchestre Voilà. attitré, puis vous faisiez un peu l'animation, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que là-bas, il n'y avait qu'un seul orchestre. À la boîte à matelot, il y avait un orchestre jazz, et puis un orchestre tango dans le machin. Et à la boîte à matelot, il n'y avait qu'un seul orchestre. C'est un seul orchestre. Et c'était Guérino qui faisait le bouche-trou. Ça. Alors donc, il m'avait, me voilà, habillé dans le coup. Et j'ai fini la saison l'été, là. Mais c'était Louis Vola, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, Contrebassiste. Vola, il avait copié un orchestre anglais qui était à l'année d'avant encore. Un petit orchestre anglais qui avait des étoiles. Il y avait 3 saxophones. Il y avait un ténor, 3 saxophones, un violon, un piano, une contrebasse et tout ça. Et il jouait des airs anglais, soft, vous savez, très joli comme ça, des airs. Et Django, à cette époque-là, c'est toujours à l'envers que je vous raconte. Là, on marche à l'envers. Django jouait dans le bateau, de l'autre côté, au Palm Beach de Cannes, avec ses 2 frères. Pas ses 2 frères, avec Joseph et puis un cousin, quoi. Et Django jouait là-dedans, habillé en matelot. Il jouait là-haut. Et quand l'orchestre s'arrêtait, Django jouait. Seulement les gens, quand ils entendaient Django jouer, ça, ils ne dansaient pas, ils s'arrêtaient, puis ils l'écoutaient jouer. Et ça, c'est officiel. Vous voyez? Tellement c'était fulgurant. C'est vraiment une chose sensationnelle. Quand Django jouait, c'était ça. Bon, alors c'est ça, et c'est comme ça que Django, après il est rentré là. Vous comprenez tous ces machins. Seulement, c'est Vola qui avait l'orchestre, moi, quand j'étais à Guérino, au Palm Beach. Et Vola avait trouvé le casino d'été à Cannes. Vous ne connaissiez pas, vous? C'était un bijou. C'était comme le Trianon à Versailles. C'était magnifique, ce petit casino. Une beauté terrible. Et il avait l'affaire pour tout l'hiver. Il avait signé le contrat. Mais Django était foutu le camp, il avait pris le train. Et puis lui, il avait disparu avec sa roulotte, on ne savait plus où ils étaient. Alors donc, il m'a engagé, moi. Et je suis rentré à l'orchestre. Vous comprenez ça? Comment je suis rentré dans le coup à Paris, après, dans les musiciens et tout, tout ça. Et alors, quand on est rentré à Paris après, il y avait des thés dansants à ce moment-là, Paris. Et au Claridge, aux Champs-Élysées, on faisait le thé dansant. Alors, le thé dansant, c'était toujours avec 2 orchestres, Guérino, tout ça, avec les mêmes orchestres. Alors, dans l'orchestre, il y avait Django, dans l'orchestre de jazz. Il y avait 3 saxophones, il y avait 12 musiciens, quoi. C'était assez important, vous savez, à cette époque-là. Ça existe toujours. Mais qui dirigeait ça? C'était un gros pianiste qui était comme ça, gentil. Marco, il s'appelait, Marco, un truc, un gros bonhomme qui avait l'affaire, quoi. Alors, il y avait Django, et là, il y avait Grappelli, dans ce truc-là. Et moi, je jouais toujours avec Guérino. Vous voyez, pour faire les tangos, les remplacements. Et alors, miracle, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou quelconque, et Django a dit, mais on lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et Django a eu une idée merveilleuse. Il a dit, on va jouer à 3 guitares avec Vola et puis Grappelli. Parce que Grappelli était il était doué, quoi. Doué. Et il commençait à connaître les trucs. On va jouer à 3. Et le fameux quintet du Hot Club de France s'est formé là, un après-midi. Vous voyez, c'est ça. Personne n'en a jamais parlé, hein? On n'a jamais entendu parler de ce Claridge et de la formation du Hot Club au départ. Mais c'est ça. Il faut me croire, j'étais. Non, parce que c'était à ce moment-là, le gars qui écrivait tous ces trucs-là, c'était Charles Delaunay. Dieu ait son âme, quoi, il est mort, enfin. C'était Charles Delaunay, j'ai entendu parler. Bien sûr, je l'avais rencontré. Il voulait être musicien de jazz, il ne comprenait rien. Il ne pouvait même pas jouer de la batterie. Alors, il arrangeait les choses. Il racontait beaucoup d'histoires fausses, vous comprenez? Mais enfin, ça, il ne faut pas en parler de ça. Mais le quintet, c'est fait au Claridge. Le Club de France n'a pas été fait ni par Delaunay, ni par Panessier. Il a été fait par un industriel qui habitait rue du Conservatoire et qui avait 2 fils, qui s'appelaient Nourri. Les frères, comment ils s'appelaient? Nourri. Les frères Nourri. Et c'est eux qui ont fait ça. Le premier qu'on finançait le fric. Et ils ont fait venir Coleman Hawkins, qui les a ruinés. Le père, il leur a coupé les vivres. Mais entre-temps, Delaunay et Panassier avaient loué un petit truc, ils avaient fixé le machin, quoi.
Hein? Ça, c'est une autre histoire. Il avait fait ça. Bon, alors des autres clubs, après, il y en a eu un peu partout comme ça. Alors l'histoire du quintet, c'est qu'il y avait à Nancy, il y a eu un club qui avait entendu parler du quintet, du stade de machin, et qui a dit, nous, on a organisé un concert, toujours la même chose, les petits gars, papa, maman, on va louer une salle, on va payer l'orchestre et tout ça. Combien il vous faut? Ben, c'était pas très cher, le quintet. Il fallait aller à Nancy. Je vais vous faire voir le papier. Le premier machin, il y avait 15 mômes dans la salle quand on a joué. On est arrivé à Nancy avec ça. Premier concert du quintet, comme ça. Et après, c'est ça. Alors, il y a une maison, après, il y a la maison Ultrafun qui a dit, mais ça a commencé à parler, on donnait des concerts. Comment ça s'appelait, la petite salle où on jouait là, toujours? À la place Clichy, derrière, là-bas, au métro, la salle. C'était une petite salle où on donnait des concerts de jazz, vous savez. Alors il y avait des amateurs, il y avait tout ça. Il y avait Dario qui venait avec sa mère, il y avait tous ces trucs-là. Hein. Et on n'était pas payé. Hein. Alors Django, il n'avait jamais de médiateur, il n'avait jamais de cordes, il n'avait jamais de guitare. Alors c'était toujours moi qui ai fait ça. Parce que moi, le seul musicien à cette époque-là, le seul français comme ça qui était capable d'accompagner Django, c'était moi. Vous comprenez, parce que j'avais l'habitude, je connaissais, je jouais avec les gitans. Alors, à chaque fois qu'il n'y avait pas, à tel point qu'ailleurs, il y a un célèbre tromboniste, là, comment il s'appelait, tromboniste, à 8h du matin, j'étais en train de dormir, moi, ils sont venus me chercher en taxi pour le Django et on ne le trouvait pas. Dans l'orchestre. Alors c'est moi qui l'ai accompagné. Il y a des choses comme ça. Et alors moi, j'en avais un peu marre aussi avec le quintet, parce que moi, ça me coûtait de l'argent. Grappelli était tellement ses sous, il ne payait pas, lui. Lui, il encaissait les machins, il devait attendre. Hein. Il est toujours comme ça. Je me suis battu avec lui, j'ai foutu un peu de poing à la gueule à Londres, quand on a fait le machin. Il se baladait avec l'argent, il allait partout, puis nous, on voulait rentrer. Moi, je voulais rentrer à Paris, puis pas moyen de toucher le fric, tout ça. Bon. Enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Alors, les premiers concerts étaient comme ça. Et les disques, alors la première fois qu'on a fait un disque, c'était chez Ultrafun, derrière la gare Montparnasse. Alors ça, c'est célèbre. Alors, les disques est célèbre d'ailleurs, tout ça. Les Dalida, c'est marrant. Après, on a été joué. Il pleuvait en sortant. On a été faire une cour. Il y avait les sous qui tombaient. On a été joué dans une cour pour rigoler. C'est ça. Bon, et ça commençait comme ça. Puis alors après, il y a eu ça jusqu'à la guerre. Mais moi, je travaillais dans le quintet. J'ai fait tous les débuts, j'ai fait des machins, ça. Mais après, alors, petit à petit, j'ai abandonné. Parce que ça me coûtait de l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez donc Enfin, quand vous jouiez pas avec le quintet, vous faisiez toujours du jazz ou qu'est-ce que vous faisiez? Vous accompagnez des chansons, oui? Mais non, mais moi j'étais musicien, je faisais des enregistrements de films, de disques. Ah d'accord, c'est ça. Et donc, tout. Avec vous accompagnez des chanteurs, des chanteurs? Oui, je travaillais avec Trenet aussi. Il y avait une boîte avant au Carrefour Haussmann, là, juste boulevard italien. Il y a la première maison de radio, ça s'appelait Radio Cité. Ouais. C'était ça. Et tous les jours, il y avait Trenet, de midi à midi et demi, qui venait chanter ses chansons. Et entre chaque chanson, il y avait la publicité. C'était le premier machin. Et moi, il y avait Chauliac. Oui, Léo Chauliac. Moi, hein. Et puis un bassiste, comment il s'appelait, machin, là, un bassiste. Et tous les trois, on accompagnait Trenet. Mais lui, les chansons, il les improvisait. Ah, il dit, on va chanter ça. Allez, les gars, écoutez, 3 minutes. Dada, il chantait son truc. Puis nous, à la fin, il fallait qu'on le retienne. Et puis il chantait son machin. On faisait que des choses comme ça. Les disques avec la Môme Piaf. 4 séances avec Marlène Dietrich, elle n'a même pas fait une face. À cette époque-là, on faisait ça, quoi. Vous voyez, il n'y avait pas la radio comme maintenant, il n'y avait pas les disques, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Alors c'était les disques qui commençaient, quoi. C'était dans quelles années? On était musiciens, on était une dizaine à Paris. Mais sur les disques, il y en avait 5 ou 6 qui avaient absorbé la musique de jazz, qui étaient capables d'improviser. Donc moi, je faisais partie des autres. J'en improvisais, puisque lui, ne faisait pas ça. Mais enfin, on le faisait, quoi. Après, on l'a fait. Ouais. J'ai fait le métier de musicien jusqu'à la guerre. Mais en 1939, quand j'étais mobilisé, j'étais à Monte-Carlo avec Michel Emer et Alex Ignaville, qui avaient trouvé l'affaire du grand orchestre. Il y avait 3 orchestres. Il y avait un orchestre tango qui était venu, et il y avait un orchestre brésilien et un orchestre de jazz français.
au beach, là, à Monte-Carlo. Vous voyez, il y avait les Jeux Olympiques dans le port de Monaco. À ce moment-là, les Jeux Olympiques de natation. C'était en 1939. Vous voyez, ça. Et en plein mois d'août, au 15 août, déclaration de guerre. Et tout s'est arrêté. Et nous, on est tous restés en panne, les musiciens. Je crois qu'ils ne nous ont même pas payé la moitié du fin. Enfin, on est revenu comme on a pu, en voiture, ça, et on est tous partis, ça a été la guerre. Voilà comment ça s'est passé, vous comprenez? Mais moi, j'étais toujours ça. Et avant, j'étais toujours à Monte-Carlo, par exemple. J'ai fait 2 saisons d'hiver à Monte-Carlo, avec Grappelli, justement. D'accord. Et un chef d'orchestre qui s'appelait Gluskin et tous les musiciens. Ah oui, Gluskin. Oui, Gluskin, ça vous dit quelque chose? Avec Grappelli. Alors, on a fait toute la saison d'hiver au Sporting de Monte-Carlo. L'hiver, quoi. Grappelli. On bouffait bien. Il y avait des restaurants italiens à côté, là. C'était chouette. Ouais. Là, je vais vous montrer des photos. Oui, effectivement. Je vais vous demander un petit peu quelques questions parce que. Est-ce que vous avez connu certains guitaristes ou banjoistes ou guitaristes? Est-ce que ça vous dit Poulette, Castro, les frères Castro, ça vous dit quelque chose? Castro, non. Et les frères Gusti Mala. Gusti, oui. C'est justement Gusti qui jouait avec Guerino à la boîte à matelot. C'est le vieux Gusti. C'est celui-là, on n'a pas fait. Le vieux Gusti, les Gusti, oui. Les Gusti étaient gitans, mais ils étaient loin d'avoir la classe de Django. D'un gars comme Django. Bien sûr. Django, c'est un phénomène, c'est un génie. Et des musiciens en plus. Musicien profond, dans le fond, quoi. Simple, mais un vrai musicien. Les Gusti, oui, c'est Gusti, oui, je m'en souvenais plus. Oui, parce qu'eux, ils ont fait des enregistrements aussi de musette un peu. Oui, après ils en ont tous fait. Il y a le frère le fils des Django et tout ça. Je sais plus ça. Babic. Babic, oui. Ouais. Et Georges Pi, ça vous dit quelque chose? Un banjoïste. Lucien Béliard. Ah, Béliard, oui, c'est un ami, un copain, oui. Ouais. Et puis il y en avait un autre, on appelait la Godasse, un guitariste. Ah oui, c'était du Chaussoir. Du Chaussoir. La Godasse. La Godasse. Du Chaussoir, il jouait pas mal. Et Belle-Vallée, ça vous dit quelque chose? Belle-Vallée, ça me dit quelque chose, mais je le remets pas bien. Lui, c'est des gens qui jouaient, d'après ce que je crois, surtout dans le musette et pas dans le jazz, quoi. Non, et Sasson, il jouait dans le jazz aussi, Sasson. Est-ce qu'il y avait beaucoup de guitaristes qui jouaient sur des guitares à 4 cordes, des guitares ténors à l'époque? Non, pas du tout. Non, c'était plutôt le banjo et des guitares, des banjo-guitares. Non, il y avait que moi qui jouais ça. Moi, je jouais ça. Parce que c'était accordé en violoncelle au début. On pourrait l'accorder à 4 cordes, comme la guitare, mais c'était trop serré. Alors en violoncelle, alors ça changeait absolument tout le doigté. Mais c'était bien, c'est des accords. Moi, j'avais bien joué. Et est-ce qu'il y avait des gens, enfin, dans les orchestres musettes qui jouaient, parce que j'ai quelques photos comme ça, qui jouaient de la bandouria? Ah oui, il y avait un célèbre, un Espagnol qui jouait au petit balcon, qui était très fort. Alors, la bandouria, c'était accordé comme la guitare. Il y avait 12 cordes. C'était 6 x 2, d'accord. 6 x 2. Et Alain Antonietto m'a demandé de vous poser une question, ce qui concerne les quintettes à cordes. Le seul quintet avec lequel vous avez joué, c'est avec Django. Ah ouais. Vous n'avez jamais joué avec Efros ou Eddie South ou ces gens-là? Non, ça veut dire pas d'autre. Ah, bon, voilà ce que j'ai pensé. Même position chez moi aussi. Et puis, sinon, en ce qui concerne les guitares, vous, à l'époque, vous jouiez sur quel genre de guitare? Les Selmer. Vous jouiez sur des Selmer. Ça a commencé à partir de quand, les Selmer? Les Selmer. Django n'avait pas de Selmer. Après, ça a été après le quintet, les Selmer. Le quintet, c'était en 1935. C'est un guitariste italien qui donnait des concerts. Il s'appelait Macaferri, qui a été chez Selmer. Et il a fait un contrat avec Selmer, c'est lui qui a fabriqué les Selmer, avec le fameux machin. Oui. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'était après, parce que quand
Moi j'ai une photo, je vais vous faire voir. Django, il joue pas le Selmer. Ah ouais. Vous savez, il joue une guitare ronde comme ça, des guitares machin. On ne jouait pas des Selmer. Moi j'avais pas une Selmer non plus, je jouais du banjo. Après j'ai eu une Selmer. On avait tous des Selmer, quoi. Il est un peu grand les Selmer. Comment ça se passait pour le Django? Est-ce qu'il avait droit à des guitares par Selmer ou qu'on lui donnait comme le fait qu'il faisait peut-être des publicités pour... Ah oui, ben, bien sûr. Il avait une guitare. Mais Django avait une bonne guitare, mais il jouait surtout sur la mienne. Ouais. C'est pas pour dire que c'était la mienne. Il se trouvait qu'il aimait mieux ma guitare. Vous voyez? Alors, Manque d'autorité. il avait sa guitare. Alors, quand on enregistrait, bon, je lui donnais ma guitare, moi je prenais. C'est comme ça que les instruments, des fois, on trouve. Moi, j'aimais pas les Selmer, parce que les cases étaient trop larges, les manches trop longues. D'ailleurs, j'en avais une que j'avais toujours, je l'ai donnée à un ami que j'avais. Moi, je joue sur des guitares japonaises, là, je m'amuse, j'en ai une qui est très bien, là. C'est rigolo. Est-ce que vous connaissiez Eddie Lang à l'époque, Eddie Lang, l'américain? Je pense bien. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose en... Il n'y avait qu'un seul disque à l'époque, quand on était au Palm Beach, la fameuse époque là-bas, où il y avait ça, il y avait Grappelli dans l'orchestre. En France, il y avait un seul disque américain qui était arrivé, 2 disques, ça quoi. Il y avait un disque d'Eddie Lang et Joe Venuti. Joe Venuti, vous comprenez? Les deux là. Eddie Lang, il jouait très bien, il accompagnait pas l'américaine avec des basses et tout ça, des machins, des changements. Et alors Venuti, c'est ça. Et alors, vous ne l'avez pas ce disque, vous l'avez jamais entendu? Ça dépend lequel. Quel est le titre? Un disque d'Eddie Lang et de Joe Venuti, il y en avait plusieurs. Des morceaux, vous l'avez jamais écouté? Si, bien sûr. Si? Eh ben, quand vous entendez Joe Venuti, vous croyez entendre Grappelli. Bien sûr. Il a exactement copié tout le style de Venuti. À l'époque, on avait un seul disque, je me souviens très bien, moi, c'était à Cannes, et on le faisait marcher sur un truc, Un robot. un petit machin, et Grappelli a assimilé ce machin, puis c'est un bon musicien, Grappelli, hein, vous savez. Grappelli, c'est pas un raboteux. C'est le seul violoniste qui joue juste. Il n'y a pas de violoniste. Vous ne connaissez pas l'histoire de Saint-Saëns? Saint-Saëns, il disait, tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent. C'est drôle, c'est pour ça. Il y en avait un qui exagérait, c'est celui qui s'appelle Irving Gitlis, là, je crois. Celui-là, il joue faux comme un. Celui-là, il exagère. Mais Grappelli, il joue d'une justesse incroyable, extraordinaire, hein, c'est formidable. Et c'est un bon musicien, moi j'en ai eu la preuve. À l'époque, en fait, c'était encore une anecdote hein, de Grappelli. Quand je suis revenu d'Allemagne, moi, prisonnier, j'avais plus de guitare, j'avais plus rien, quoi. C'est une histoire. J'ai été chez Selmer, et Selmer offrait un instrument à tous les musiciens qui rentraient de ce qui avait été en captivité. Il y en avait 2 ou 3. Moi, il y avait Ferreri, il y avait un autre. Mais il offrait un instrument. Enfin, il m'avait offert une guitare, quoi. Et moi, j'avais recommencé un peu métier. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'était un orchestre où il y avait Barelli dedans. C'était une sonorisation d'un film, un grand film français, dont la musique était de Neger. Je ne me souviens plus quoi. Et on allait à Vincennes faire ça, à Saint-Maur, à Vincennes. Et alors, il y avait évidemment un grand orchestre. Il y avait par exemple 3 violons. Il y avait Merkel, premier violon de l'opéra. Il y avait un autre, ceci, et il y avait Grappelli qui était venu. Mais ils avaient engagé Grappelli pour lui faire une farce. Voilà l'histoire. Alors, c'est dans l'orchestre, je me souviens de la répétition, je le vois encore comme je vous vois vous. On avait foutu à Grappelli un solo de violon. Ça m'est très difficile. Les gars, ils se marraient déjà. Merkel, c'était un violoniste renommé. C'était le premier violon de l'opéra. Et puis il y en avait un autre avec lui. Et il disait, on va rigoler là, il va se foutre dedans, il va même pas pouvoir lire, il va faire un bide terrible. Hein. Ça s'est passé comme ça. Ah, mon petit comment Grappelli, il a pu lire les violons.
Il a regardé son violon, parce qu'il faisait toujours ça. Il a pris le truc, et puis il a dit, il a commencé à... Il a regardé un peu, quoi, comme ça. Et il a dit, ça va, on répète. Et il a torché ça, mon vieux, mieux que les autres. Ils sont restés tous sur le cul, comme ça. Lecture à vue, hein. Et ça, c'est vrai, parce que moi, Grappelli, je l'aime pas. Il n'avait jamais de sous, il se faisait toujours payer à boire, il fallait toujours que les copains payent, il avait joint. Quand on faisait des cachets, tout ça, avec le quintet, il ne payait pas, il fallait les courir après, il ne vous donnait pas. C'était emmerdant, quoi, tu comprends? Toujours ce mec-là. Alors moi, je me suis fâché avec le quintet à Londres. La première séance d'enregistrement qu'on a fait à Londres, avec le quintet. J'avais été... Il n'y avait pas le frère Joseph, il y avait un petit gitan, Nénène, qui ça. Il y avait Django qui était passé. Alors Django passait son temps, lui allait dépenser son pognon dans la... Il y avait un sous-sol là sur la place à Londres. Puis, le sol, où il allait jouer au billard, et comme il jouait bien au billard, seulement il jouait du pognon. Et il se faisait tout rap, ratiposé. Alors donc on avait fait ces séances d'instrument, il y avait 2 séances, je crois. Ça restait 8 jours. Grappelli avec le pognon, puis il se baladait avec, il sortait des boîtes. Alors quoi, nous on veut rentrer à Paris. Et puis alors, à partir de ce moment-là, moi j'ai laissé compter. J'ai pu travailler avec eux. Vous comprenez? Parce que moi j'avais besoin, j'étais avec une fille, j'étais amoureux, seul, vous comprenez? Je gagnais bien ma vie, comme ils disent. On gagnait bien notre vie, vous savez, les musiciens, on était 6 ou 7 à Paris, on faisait tout. Hein. Et comment ça se passait? On vous appelait ou... Au téléphone. Donc vous étiez des premiers musiciens de studio qu'on a appelés après, quoi. Oui, musiciens de studio, c'était les musiciens au téléphone. Ouais. Moi j'avais une petite recondensée, j'avais un petit truc qui était assez minable, mais enfin, que j'avais arrangé pendant la guerre, parce que quand les Allemands étaient libérés, il y avait encore les Allemands en France. Et il y avait le couvre-feu à 10h. Je travaillais à Montmartre, aux Champs-Élysées. Je ne pouvais pas rentrer à 1000 montants à pied. Alors il y avait un copain qui m'avait... il avait repris un espèce de petit truc, un petit studio, quoi, dans la Condorcet. Je réussissais à arriver là pour dormir. C'était ce machin-là, quoi. Alors, les musiciens, on avait tous... on travaillait tout le temps, quoi. On travaillait tout le temps. Et puis moi, j'avais besoin, je gagnais bien ma vie. Oui, bien sûr. Alors le quintet, il fallait être sur le quintet, il n'y avait jamais de guitare, il n'y avait jamais de cordes, il n'y avait jamais ceci. Il fallait prendre des taxis, il n'avait jamais un rond, Django. Pauvre Django, il a été très 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 mal guidé, vous savez. Il est mort de... pas misérablement, mais enfin, trahi, il a été trahi. Django. Il a été trahi par Delaunay. Delaunay, il n'a pas réussi, puis il est mort avec la maladie de tout ça. Voilà. Oscar allemand. Mais lui, il ne se plaisait pas en France, il n'y est pas resté longtemps. Il est vite reparti. C'était très fort. C'est un Brésilien, il jouait brésilien, quoi. Comme il jouait classique. Il jouait avec les doigts, c'est ça, je crois. Hein. Avec les doigts, ouais. Et vous l'avez connu quand vous étiez avec le Hot Club On l'a connu quand, justement, à cette époque, avant la guerre. C'était avant la guerre. Parce qu'on avait un lieu de réunion, nous, les musiciens, c'était un bistrot dans la rue Fontaine qui s'appelait l'Alsace à Montmartre. On avait de la choucroute et c'était bien. Juste entre ces 2 boîtes de nuit dont je vous parlais là. Et c'était ouvert toute la nuit. Ça, c'était un peu le rendez-vous des musiciens de nuit, tout ça. Et un jour, il y avait Oscar avec Django, ils avaient fait ça ne plaisait pas à Django de faire ça, mais enfin, les gens, on va les faire jouer ensemble, on va voir un peu. Ils avaient fait un espèce de duel, comme dans le temps, ils faisaient Mozart avec Clémenti, ils faisaient des duels de machin. Ils avaient fait ça, bon, ça n'avait pas donné grand-chose, Oscar allemand. Il couchait dans les arbres, je me souviens, il montait dans les arbres. Couchait dans les arbres. Il montait dans les arbres, il couchait. C'est drôle, hein, comme un singe, il frappait comme ça. Et il couchait là-haut. Il nous avait raconté qu'il couchait dans les arbres chez lui là-bas. Incroyable.
C'est un drôle de mec. Il n'y a pas de disque ici, là, lui. Hein. Il n'avait pas enregistré. Il a dû faire un ou deux swing, je crois. Voilà, c'était le métier de musicien. Alors tout ça, ça s'est penché. Et à la fin de la guerre, malheureusement, moi, j'ai été prisonnier 1 an et demi, j'ai fait la guerre, et puis, vous savez, c'était autre chose. On a retrouvé un monde différent. J'ai fait un peu le musicien, un peu. Je travaillais avec Alix Combel, il avait un orchestre, il s'y m'aimait bien. On a fait un peu des tournées, des machins et tout ça. Puis, et il y avait Barelli, ça vous dit quelque chose? Oui, Barelli. La trompette, et tout seul, il était venu. Mais Barelli, il avait un contrat à Monte-Carlo, à ce moment-là, et il voulait que j'aille avec lui. Et moi, j'ai hésité, mais j'ai eu tort après. J'aurais mieux fait d'aller avec lui, vous voyez, au lieu de rester là. Au lieu de rester avec Combel. J'ai pas voulu quitter Combel, je n'ai pas été avec lui. Je suis là-bas, c'était chouette, c'était bien, il y est toujours d'ailleurs. Voilà, c'est comment ça s'est passé. Alors moi j'ai fait ça, je suis resté un peu à Paris, et finalement j'ai eu des histoires. J'ai eu des histoires intimes. Ça m'a tellement emmerdé que j'ai fait ma valise et je suis venu à Toulon. Comme je voulais être artiste peintre, j'ai commencé ma carrière d'artiste peintre à Toulon il y a 45 ans, enfin plus que ça, 50 ans, avec un peintre de Toulon que j'avais connu en 1939. J'étais venu en 1939 avant la guerre, vous savez, ici. J'avais connu ça. Alors j'ai fait ma carrière d'artiste peintre. Et depuis, je suis artiste peintre. Mais je fais toujours de la musique, mais avec des pauvres amateurs, vous comprenez, qui étaient... C'est ça, voilà, vous savez tout à peu près. Avec des détails, quoi. Ouais, c'est super. Alors moi, j'ai une petite carte du premier concert du quintet, si vous voulez. Ouais. Ça vous intéresse? Ah ouais. Moi j'avais joué en 49, là, 48, le port de Toulon. J'étais venu à Toulon. Le port de Toulon était en ruine. Vous savez, il y a encore les rues ont été bombardées, étaient en ruine. Et c'était dur, mais moi je voulais plus être musicien. Enfin, j'allais quelquefois à Marseille, j'avais le club de Marseille qui me demandait, ils avaient un concert. J'ai joué sur le port. Il y avait un bistrot qui était tout seul. C'est-à-dire j'ai joué pendant 2 ans de suite. La première année, je faisais du concert. Concert aux étoiles, j'appelais ça, le soir. J'avais fait faire un petit ampli électrique, là, il n'existait pas, par un copain. Mais je jouais tout, hein, des variétés de tout. Je mélangeais tout, des vases comme ça, tout ça. Et c'était formidable. Et après, j'avais pris 2 musiciens. C'était pas des musiciens, c'était des jeunes. Maintenant, ils sont devenus musiciens. Il y en a un, le bassiste, c'était le bassiste qui accompagnait Brel avec son orchestre, là. Et puis l'autre, c'est un clarinettiste, un saxo-ténor aussi, qui est toujours à Marseille, qui gagne bien, qui travaille bien. Moi, sur la guitare, j'improvise, les choristes, je suis un virtuose, moi, sur la guitare. Ouais, la guitare classique, moi, parce que j'ai pas travaillé trop, mais je joue tout le répertoire. J'ai tout joué le répertoire de la guitare classique. J'ai été pendant 3 ans chez Ricard, là, à l'île de Bandol, là. J'avais tous les élèves de Sanary et de Bandol, et les jeunes. J'étais professeur de guitare. Et ça, c'était chouette, ça. Les jeunes filles. Plus ils étaient âgés, moins ils comprenaient. Plus ils sont jeunes, plus ils comprenaient. J'ai bien amusé, je fais tout ça. J'ai écrit les petits trucs classiques, là. Ils sont anciens pour m'amuser. La guitare, c'est difficile d'écrire sur la guitare, c'est des morceaux. Hein, surtout, c'est pas difficile si vous... Ou alors, il y a que les Brésiliens qui ont réussi. Un type comme Loro, c'est un type qui a du génie, ça. Hein. Vous savez, vous connaissez Loro? Antonio, un mec formidable. La façon dont il a écrit, il a vraiment trouvé quelque chose. C'est le seul qui a trouvé quelque chose de ça. C'est autre chose, quoi. Tu vois les trucs de sort, c'est difficile, c'est machin, tout ça. Alors moi, j'avais écrit des petits morceaux, parce que justement, ça n'existait pas dans les programmes de guitare. Les petits morceaux, là, ces petits morceaux amusants, tout ça. Mais là, il y a un gars qui me les a enregistrés, là, il y a 2 Espagnols ici qui ont monté une école de guitare. Et c'est 2 frères, mais ils ne s'aiment pas. Il y en a qui les fait d'un moment et l'autre.
Et il y en a un qui a enregistré, qui a fait un disque. Vous l'avez ici, Voilà. le disque? Oui, ce disque-là. On va l'écouter. Et je ne vous ai pas envoyé les morceaux, là, Si, j'ai reçu les partitions. les partitions. Je les ai déchiffrées déjà, d'ailleurs. Ça n'a pas d'intérêt, j'ai pas fait ça pour faire quelque chose, quoi. Je voulais écrire quelque chose pour la guitare classique qui soit pas comme les autres machins, vous voyez? Parce que moi, je connais bien l'harmonie, je connais bien la guitare, hein. Je connais bien tout ça. Je suis un amoureux de Beethoven, et puis du Mozart, c'est vrai. Je connais tout le truc. Alors, je vois comment se font ces gens-là, on ne peut pas le faire sur la guitare, la difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de faire des morceaux avec les choses fondamentales en dessous, qui sont possibles, on a 4 doigts, quoi. Alors ça m'a plu, ça m'a amusé de le faire. Pas trop bien, là. C'est bien, hein. Dans le répertoire de la guitare, ça n'existe pas, ça. Vous voulez entendre ça? Oui. Hein? Monsieur Vola voudrait faire un solo. Mais oui, allez. Oh ah ben je veux bien, alors aujourd'hui, tant que c'est chaud. Alors, 1, 2...